Salut à tous, ici le Thieb. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel assez simple pour vous permettre de transformer vos photos numériques comme si elles avaient été prises avec une pellicule noir et blanc qui est assez connue. C'est la Ilford Delta 100. C'est parti. Alors vous connaissez l'adage, si on donne une pizza à un homme, il mangera un jour. S'il se tatoue le logo de Domino Pizza, il mangera toute sa vie en Russie. Enfin, en tout cas, c'était vrai en 2008. Donc si vous voulez seulement la partie Lightroom, rendez-vous à ce timecode. Et si vous voulez apprendre tout le process, on commence tout de suite avec les références. Alors, pour aller piocher des références, rien de plus simple, je ne vous fais pas l'affront. Faites juste attention à vos sources. Ici, je vais aller favoritairement sur des sites constructeurs ou des sites de review spéciaux, dont je mets les liens dans la description, parce que c'est pas parce que vous tapez Ilford Delta 100 dans un moteur de recherche que les clichés obtenus viennent forcément de cette pellicule, comme vous vous en doutez. Donc ici, j'en récolte 4 ou 5 de sources sûres, voilà. Donc une fois que vous avez toutes vos références, vous les mettiez dans un petit dossier bien propre avec des très jolis noms, et ensuite, on est parti pour un petit peu d'observation. Alors, première observation, tous les noirs et blancs ne sont pas les mêmes. Le monde de la photo n'est pas divisé en deux parties distinctes, à savoir le noir et blanc et la couleur. Il y a un nombre incalculable de différences entre toutes, et c'est sur ce point que je veux attirer votre attention. Alors déjà, que voit-on? Tout d'abord, c'est du noir et blanc, le Ilford Delta 100. Bravo. On remarque une pellicule qui est assez contrastée, un grain présent, hein, donc le grain c'est les petits points que vous avez ici, mais qui est assez faible et très petit, ce qui est logique parce que c'est du 100 ISO. Mais ça, si vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, je ferai certainement des tutos là-dessus, d'autres vidéos, parce que c'est un petit peu technique. Et alors, donc c'est un noir et blanc très contrasté, très propre, très pur, ça c'est assez mignon. Contrairement, par exemple, aux lomographies Lady Grey, qui est très beau aussi, hein, qu'on soit clair, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et qui lui par contre est beaucoup moins contrasté en comparaison. Voici une photo d'un Lady Grey, voici un Delta 100, donc vous voyez tout de suite la différence. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que tous les noirs et blancs ne sont pas les mêmes, de même que toutes les pellicules couleur ne sont pas les mêmes non plus. On remarque ici, dans notre cas, ce qu'on doit retenir, c'est que le Delta 100 est assez contrasté, il a un grain présent mais très faible, très petit, et qui a quand même pas mal de netteté. Maintenant, on va les chipoter dans Lightroom, ce que vous attendez tous, pour imiter cette pellicule. A tout de suite dans Lightroom. Alors, une fois dans Lightroom, donc je charge mes références, donc, que vous pouvez voir ici. Donc à 4-5 photos cibles, et là on revient sur cette fameuse photo de pellicule. Voilà, j'avais même pas vu qu'elle était aussi. C'était une petite photo à la base, hein, qui explique que c'est 6 gros pixels, voilà. Donc là où c'est super intéressant pour moi, c'est que vous allez voir qu'un noir et blanc, ça ne se décode pas aussi facilement que simplement baisser la saturation. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure, ou même tout de suite en fait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si je bouge, le noir et blanc est une interprétation de la couleur. On va commencer par là. Donc il faut savoir que quand on a commencé à créer les pellicules, le monde, ce genre de choses, on a dû interpréter les couleurs pour les transformer en valeur de gris. Ok, donc forcément, pour mettre Oriane ici en noir et blanc, il faut simplement aller vers la saturation à 0. C'est une solution. Donc effectivement, nous avons un noir et blanc ici, ça c'est indéniable, mais nous avons une interprétation de noir et blanc. Ok, c'est pour ça que quand vous travaillez en noir et blanc sur Lightroom, je ne peux que vous conseiller tout le temps, toujours, de travailler en noir et blanc. Donc vous cliquez ici sur la petite option noir et blanc, à l'opposé de la couleur qui est ici, noir et blanc. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que vous avez une boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir, qui est la boîte de dialogue noir et blanc, forcément, ça ne s'invente pas. Et là, ça va vous permettre, et ça va vraiment être le corps d'ailleurs de ce tutoriel, de comprendre l'interprétation noir et blanc que va faire l'ordinateur à partir d'une couleur. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais très bien que son tailleur, pardon, est rouge. Hein, on peut pas être plus rouge d'ailleurs. Et effectivement, je vais aller voir sur le slider ici, en effet, quand je vais bouger le slider de rouge, donc pour le mélange noir et blanc, donc pour l'interprétation, pour la transformation noir et blanc du rouge, vous allez voir que quand je vais aller vers la gauche, il va être beaucoup plus sombre, et vers la droite, beaucoup plus clair, forcément. Et ça reste du noir et blanc.
Donc vous voyez qu'on a une interprétation différente des couleurs qui nous entourent. Donc par exemple la végétation derrière, ben, je peux la faire plus ou moins ressortir. C'est un peu subtil, mais vous le voyez ici. Même chose pour les feuilles des arbres, enfin ce genre de choses. Donc ça reste du noir et blanc, c'est toujours du noir et blanc, mais c'est une interprétation de noir et blanc. Et c'est là que ça devient intéressant avec ce tutoriel, c'est qu'il faut comprendre que chaque pellicule noir et blanc a sa propre interprétation du monde, enfin, donc il va transformer à sa façon les couleurs vers un noir et blanc. Et c'est là que ça devient intéressant, et c'est pour ça aussi qu'il ne suffit pas simplement pour avoir un noir et blanc de diminuer la saturation à 0. C'est possible aussi, mais il y a moyen d'être beaucoup plus subtil et d'aller beaucoup plus loin. Et donc, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut deviner, c'est que ça doit être normalement dans les teints vert et jaune. Vous allez voir que tout ce qui est végétation, en fait, contient limite plus de jaune que de vert. Ça aussi, ça doit être en théorie dans le vert. Ça doit être plus ou moins dans le vert, voire le bleu. Le chemin ici, je n'en sais rien, mais surtout le pont est rouge, parce que c'est le pont de San Francisco. Enfin, j'espère. Si c'est pas lui, j'aurais l'air bien bête. Mais il y a de grandes chances, parce que je vois ici les quatre barres. C'est certainement le pont de San Francisco. Je ne suis pas américain, je ne peux pas répondre. Tout ce que j'ai fait, c'était de trouver des photos et comparer. Donc voilà. Donc là, c'est cool. On a aussi, vous voyez, une référence. J'ai du rouge. Ça doit être vert jaune. Ça doit être vert bleu. Le ciel, vu qu'il est dégueulasse, je vais pas essayer de deviner parce qu'il peut être autant de gris que bleu, bleu sombre, voire même orange. On ne sait pas l'heure qu'il est réellement pour cette photo, même si ça doit quand même être proche de midi. Mais vous voyez, il n'y a pas d'ombre. C'est pas facile à déterminer. Mais bref, rouge, vert, bleu. Et alors du coup, même chose ici, bon, c'est censé être du bois, bon maintenant du bois il y en a toutes les teintes, mais on est quand même plutôt dans l'orange. Même chose pour les teintes de peau, donc cette chemise est certainement blanche, voire bleu clair. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même un petit effort d'imagination à faire parfois. Mais rien de compliqué. Oula, qu'est-ce que je fous? Rien de compliqué, vous allez voir, et puis on va passer là-dessus ensemble. Donc on commence enfin, tout de suite, maintenant, avec le tutoriel sur la pellicule Ilford Delta 100 ISO. Bien, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a quand même une forme de netteté. C'est d'ailleurs pour ça que cette pellicule en général est assez appréciée. Ici, la mise au point est légèrement floue, mais je parle vraiment de netteté dans le grain. Vous voyez quand même qu'on a de beaux détails. Les choses sont quand même assez nettes, assez précises, malgré qu'il y a un grain. On voyait quand même qu'il y a un petit grain, mais ça, on le fera en tout dernier. Donc on va légèrement dans Lightroom, de façon pratico-pratique, augmenter la clarté. Je ne vais pas l'augmenter de fou de Dieu, je vais la mettre à 10, plus ou moins. D'ailleurs, à mon avis, sur YouTube, vous ne devez peut-être même pas trop voir la différence. Ici, c'est 0. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle le micro-contraste, d'ailleurs, la clarté pour la petite minute intello. Et c'est un contraste qui va surtout se définir sur les bords de l'image. Mais ça, je crois qu'on en reviendra plus tard dans un autre tuto si vous voulez vraiment aborder ce genre de choses à 100%. Be my guest, faites-moi savoir ça dans les commentaires, ça c'est toujours cool. Donc ensuite, on remarque évidemment que c'est en noir et blanc. Voilà, bravo. Mais ici, c'est une interprétation noir et blanc. Donc comme je dis tout à l'heure, on va y revenir. Là, c'est l'interprétation automatique de Lightroom, qui est un peu bizarre d'ailleurs. Je vais mettre tout à 0, voilà. Alors, donc on a un noir et blanc, on a notre petite clarté, et alors on peut remarquer ici que le delta 100, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire l'Elcar c'est une autre pellicule, le delta 100 a quand même une forte tendance à être contrasté. Donc du coup, comme vous vous en doutez, on va augmenter le contraste. On peut l'augmenter de deux façons, soit on l'augmente avec le petit slider qui est ici, et ça me suffira très bien, à mon avis on va rester dans les 46. Soit, pour celui qui préfère utiliser les courbes, on va simplement aplatir ici les basses lumières. Ça marche de la même façon en fait. Et vous pouvez, si vous voulez augmenter le contraste un peu plus, donner un petit coup de boost ici dans les highlights. Mais je vais supprimer le point de contrôle, je vais juste donner ce petit écrasement parce que je ne note pas de boost particulier dans les hautes lumières. Donc je vais le garder comme ça me satisfait bien.
Alors maintenant, la partie qui nous intéresse le plus, le mélangeur noir et blanc. Alors ici, j'ai une ref. J'ai une ref, donc je sais que ça c'est rouge, forcément, et je sais que ça c'est rouge aussi. Alors ça va être très difficile à déterminer parce que les conditions d'éclairage ne sont pas les mêmes et blablabla, mais en gros, on peut remarquer que le delta 100, j'arriverai à tendance à légèrement assombrir les rouges. Mais genre légèrement, genre moins 20 par exemple. Allez, moins 21. Hop, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont tiquer là-dessus sur le fait que ce soit pas sur un chiffre rond. Même chose pour l'orange, donc je vais aussi légèrement diminuer. Donc l'orange, c'est typiquement la teinte de peau. Donc vous voyez ici la jeune fille qui a quand même d'avoir la peau très très pâle. Malgré ça, elle est quand même assez sombre par rapport au bois, par rapport à l'ombrage ici. Et encore plus marquant sur cette partie-ci. Bon, ben là, il n'y a pas d'orange, enfin, tout point, je ne sais pas où il est. S'il y en a, donc là, je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais donc, en gros, on va diminuer l'orange et on va le diminuer à moins 19 pour ceux qui ont un TOC. Moins 20, ça marche aussi, hein, mais voilà. C'est un petit peu de torture. On va s'attaquer maintenant au jaune. Je n'ai pas vraiment trouvé de référencement jaune. On pourrait supposer que les deux modèles sont blondes. Mais c'est pas dit, on n'en sait rien, après tout je les connais pas personnellement, j'ai trouvé ça sur internet. Donc là je suppose que les jaunes sont quand même légèrement assombris. Et en fait pas tant que ça, donc je vais le laisser comme ça le jaune. Alors le vert, ça c'est très transparent le vert, donc ça doit être certainement vert voire jaune. Ici, c'est certainement un pont en brique, donc en fait, je sais pas pourquoi je vous montre cette photo parce que ça n'a rien à voir, mais surtout, c'est ici, c'est là que je voulais en venir, le fameux Acros Néopan. On peut remarquer que de ce vert-ci à ce vert-là, il y a eu un assombrissement. Là, il faut me croire sur parole, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont pas très claires. Mais ici, ça ne se voit pas des masses, donc je vais mettre un petit forfaitaire à moins 42 sur le vert. Turquoise, j'en ai pas aussi, j'en ai pas vraiment dans ma photo. On va le descendre aussi également, ainsi que le bleu. Alors vous vous dites, mais d'où il sort ça? Pourquoi est-ce qu'il sort, tiens, turquoise et bleu, on va le descendre... on va descendre en luminosité, c'est à cause de cette ref là en fait. Donc je sais pas, quand on regarde, même si le ciel avait été simplement gris ou d'un bleu très foncé ou d'un turquoise magnifique, il apparaît quand même plus sombre, bah déjà parce que c'est du mauvais temps, hein, à mon avis il doit pleuvoir ici vu l'espèce d'ombrage brun, gris, brun, ok, tout va bien, on parle des couleurs et je me trompe dedans. Le seul truc, c'est qu'on a un léger gain de la netteté que j'ai changé avec la clarté, mais pour lui donner un petit coup de boost, d'ailleurs ici il était allumé, on va le mettre à 15. 15 c'est bien, 15 c'est peu, donc rayon à 1.0, détail à 25, je vais le diminuer, je vais mettre le détail à 20. Donc vous voyez qu'on a un tout petit coup de boost dans la netteté de l'image. C'est pas toujours facile à voir avec l'encodage YouTube, mais voilà, il va falloir me croire sur parole et tester ça chez vous évidemment sur votre propre programme. Donc ensuite on passe au vignettage, le gain. Le vignettage. Alors ça, on pourrait faire une vidéo d'1h30 là-dessus sur l'impact psychologique du vignettage. Ici, je vais pas en mettre. Je vais pas en mettre parce que la vignette, ça vient de l'appareil et de son objectif, et pas de la pellicule en soi. Donc j'en mets pas. Mais si vous aimez, vous pouvez en mettre. Si vous voulez pousser plus loin et se dire, donner l'effet de genre ça a été pris avec un vieil appareil, vous pouvez évidemment taper dans le vignettage. Attention toutefois que le vignettage, c'est quelque chose qu'on a trop vu. Surtout ces 10 dernières années, quand ça a vraiment été une mode, je dirais entre 2006 2014, on en avait partout, mais genre vraiment partout, genre comme ça, c'était dégueulasse. C'était très très mal géré comme effet, mais quand c'est subtil, quand c'est juste ce qu'il faut, bah, c'est sympa. Vous voyez qu'on a tout de suite l'attention qui est attirée vers le centre de l'image, simplement parce que les bords sont plus sombres. Okay, donc si vous voulez en mettre, mettez-en peu,
mais mettez-en si ça vous fait plaisir. Après tout, moi je suis content. Au final, ce qui compte le plus, c'est que vous vous amusiez. Par contre, un petit point philosophique, n'allez jamais dans le positif avec le gain. Ne faites jamais, au grand jamais, de vignettes blanches. Parce que c'est vraiment kitsch, c'est dégueulasse. Voilà. Donc, en général, j'ai plutôt une mentalité à dire, faites ce que vous voulez tant que ça vous plaît. Là je vous l'interdis. La vignette blanche, on fait pas ça. On fait pas ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que trop de grain tue le grain, hein, c'est exactement comme la vignette, et c'est comme pour tout en fait. D'une manière générale, c'est même au-delà de la photo, enfin, d'une manière universelle. Faites-en le moins possible, sinon c'est pas subtil, sinon c'est moche en général. Donc, un grain très très fin sur la Delta 100, ce qui est normal vu que c'est du 100 ISO. C'est pas le but pour le moment de commencer à philosopher sur le grain et la pellicule. On fera ça dans une autre vidéo, promis. Donc, un grain assez fin, assez subtil, mais présent. Donc, comment ça va se traduire de mon côté? On va monter le grain, donc ici j'ai zoomé 2 fois, hein, c'est pour ça que son visage est aussi grand. Je vais mettre le grain, à mon avis, vers 20. Je le sens bien vers 20, je sais pas. Je vais mettre à 19, voilà, pour les gens qui ont des tocs, pardon. Et alors, la taille vers 25, la cassure vers 50, c'est plus ou moins... En fait, c'est classique. En gros, j'ai mis le grain à 20, 19. J'ai mis le grain à 19. C'est pas facile à prononcer tout ça. Basiquement, la taille ça va représenter la taille de votre grain. Bon, ça se voit. Vous voyez ici, petit grain, donc petit pixel, gros grain. Ça donne un effet un peu plus flou, comme ça. Et la cassure, en fait, c'est l'espacement noir qu'il y a entre vos grains. Donc plus vous avez une grande cassure, vous voyez, plus on a cette espèce d'effet vieilli. Et moins il y a de cassure, moins ça se voit. Par contre, ça donne un effet un peu pixel comme ça. C'est assez rare quand on utilise l'émulation du grain sur Lightroom, je dois vous l'avouer. C'est assez rare. Ici, ça passe même très bien, donc on va l'utiliser. Puis le but, c'était non plus de ne pas dépasser Lightroom. Mais vous allez voir qu'il existe il existe d'autres techniques pour émuler des grains qui sont beaucoup plus propres que ça. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Ici, franchement, le grain de Lightroom, il est ok. C'est ça un bon... Franchement, c'est pas mal. Pour ce que c'est vraiment pas mal. Donc, faut pas cracher dessus, mais il faut savoir que d'autres solutions existent. Alors, voilà. Il manque un petit détail, moi, qui me choque ici, c'est le détail dans le rouge. Je n'ai pas vraiment de référence rouge pour pouvoir en juger efficacement, mais ici, à l'œil, il me semble que le rouge est un petit peu trop sombre. Donc, 2 solutions. Si vous avez bien écouté, forcément, je peux remonter mon mélangeur ici. Ou alors, ce qui est possible de faire, c'est de descendre dans l'étalonnage et de changer la couleur du rouge. Et ça me plaît plus. Vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose. Ici, donc, si je monte ma teinte rouge dans les 50%, je vais avoir un détail qui va être beaucoup plus présent. Vous voyez que le contraste est un petit peu amélioré dans son vêtement. Si je le redescends à 0 et que je ne joue qu'avec le mélangeur noir et blanc, ça va simplement devenir un aplat plus ou moins sombre ou plus ou moins clair. Vous voyez ce que je veux dire? Tout se relève en même temps. Donc je vais garder mon mélangeur rouge, à mon avis, dans les moins 15, et je vais augmenter l'étalonnage dans les plus 50. Et vous voyez la différence? On a un peu plus de détails, plus subtil, tout en gardant la qualité de la texture. Si tous ces petits tableaux, donc étalonnage, effet, transformation, etc., pour vous c'est encore difficile à comprendre, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, mais dans tous les cas je vais faire une vidéo vraiment full technique, full pure, peut-être même full chiante d'ailleurs, où on va prendre chaque outil un par un et on va voir ce que ça fait ou ce que ça ne fait pas.
Ça peut paraître un peu geek comme ça, mais c'est nécessaire dans l'apprentissage d'un programme. Si vous connaissez votre alphabet, vous pourrez former des mots. Si vous ne connaissez pas tout votre alphabet, vous ne pourrez jamais parler une langue à 100%. Et c'est vraiment ce que c'est. Ça, c'est de l'alphabet. Aussi simple. Une petite lettre, là, voilà. Bon. Vous avez compris l'idée. Donc, maintenant, je suis fier de vous. Voilà, vous venez de faire votre petit Ilford Delta 100 sur Lightroom. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dans évidemment les paramètres de développement, donc vous cliquez au-dessus et vous allez dans nouveaux paramètres prédéfinis. Et là, qu'est-ce qui apparaît? On va l'appeler comment? On va l'appeler Delta Force. Delta Force, voilà, en hommage à une autre sorte de pellicule, que je ne... Enfin, ce sorte de film que je ne comprendrai jamais d'ailleurs. Et alors, super important, donc je ne touche pas à la balance de blanc, je ne touche pas à l'exposition. Le contraste, je le sélectionne parce que j'y ai touché forcément. Donc d'une manière générale, quand vous créez vos propres tutos, vos propres paramètres prédéfinis de l'utilisateur, ne cochez que les paramètres que vous avez touchés. C'est super important. Comme ça, si vous passez d'un à l'autre, vous aurez moins l'effet destructif. Je ne sais pas si c'est très très clair. Dit comme ça, mais vous allez comprendre ça sur le terrain très très vite. Donc je n'ai pas fait de virage partiel, pas besoin de le cliquer, j'ai pas de gradué, j'ai pas de radial, pas besoin. Version du processus, ça on la met toujours, étalonnage, oui, je l'ai utilisé, j'ai utilisé le grain, oui, netteté, oui, pas l'oublier, correction du voile. J'ai pas utilisé texture, mais j'ai utilisé la clarté, les courbes, et voilà. Delta Force, vous pouvez les mettre soit dans vos paramètres prédéfinis d'utilisateur, soit dans un truc dédié. Donc moi je vais le mettre dans le Tiebs tuto et vous pouvez le voir d'ailleurs à côté du premier prototype que j'avais fait ici avant le tuto, forcément, qui est un peu différent, tiens d'ailleurs. Intéressant ça. Très intéressant. Bref, et alors du coup grâce à ça, maintenant qu'il est dans les paramètres prédéfinis, vous pouvez l'utiliser sur d'autres photos pour le tester. Donc hop, Delta Force et tadam, nous l'avons ici. Ok, on remarque quand même qu'il y a un petit pic de boost sur la première version que j'avais faite. Intéressant de savoir. N'hésitez pas à faire plusieurs fois aussi le même preset pour voir comment il va s'adapter à différents environnements et pour voir aussi simplement pas dire la qualité de votre œil, mais voyez, comme vous voyez ici, le preset d'il y a à peu près 2 heures n'est pas le même que le preset d'aujourd'hui maintenant. Donc c'est à réfléchir. Donc je crois que j'en referai un demain pour être sûr et pour trouver un petit peu la moyenne de tout. Mais ça, c'est du chipotage. Vous avez votre petit nouveau premier preset et vous pouvez du coup l'utiliser sur cette magnifique photo de Delta Force pour ceux qui n'avaient pas compris la ref. Je l'ai jamais vu. Je peux pas critiquer, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est le genre de choses. Comment expliquer? C'est un peu comme certaines nourritures où vous la voyez, vous savez, vous n'allez pas aimer. Mais soit, là on quitte complètement le monde de la photo, donc ça ne sert à rien. Ce qu'on peut retenir de ce tuto, c'est tout d'abord de faire une recherche propre et intelligente. Donc prenez les bonnes références forcément, sinon vous allez vous tromper. D'apprendre à observer, super important. De connaître son programme, ça on y reviendra, ne vous en faites pas. Et bien surtout de vous amuser, c'est quand même le principe. Si vous vous amusez pas, ne le faites pas, sinon ça n'a absolument aucun sens. Alors une question, une requête, un commentaire, likez, partagez. Si ça ne vous a pas plu, partagez-le à vos ennemis. Alors ce qu'on peut retenir de ce tuto, c'est tout d'abord de faire une recherche propre et intelligente. Connaissez vos sources, faites bien ça, c'est important, sinon vous allez vous tromper. Si vous avez une mauvaise référence, forcément, ça va pas le faire. Apprenez à observer, super important. Connaître son programme, là forcément c'est le début, mais on y reviendra, vous en faites pas. Et c'est même assez facile, une fois que vous avez compris la logique interne du programme de Lightroom. Et alors surtout, amusez-vous. Ça c'est vraiment le plus important. Si vous vous amusez pas, ça sert à rien de le faire. Je veux dire, pour ça, faites autre chose. Voilà. Alors, la moindre question, la moindre requête, du coup, mettez ça dans mes commentaires. Likez, partagez si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, likez et partagez-le aux gens que vous n'aimez pas. Et abonnez-vous pour la suite des festivités. C'était le Tieb. Prenez soin de vous. À bientôt.